Voilà, nous avons en plateau Olivier Servat, qui est le député de la première circonscription. Olivier Servat, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Madame Boissé, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 à la Guadeloupe. Alors on va se dire que ça sera une émission particulière, puisque c'est une émission dans un contexte aussi particulier. Je vais franchement sur déjà votre rencontre avec le ministre, le Premier ministre, et le ministre des Outre-mer. Et lorsque vous êtes sorti de cette rencontre, est-ce que vous aviez le sentiment d'avoir, et j'individualise volontairement, d'avoir joué votre rôle, pleinement votre rôle de parlementaire? Il n'y avait pas que les parlementaires, parce qu'il y avait aussi le président de région, département, parlementaire, président de l'association des maires. On a joué notre rôle d'élu guadeloupéen. Premièrement, on s'est réunis avant, toutes tendances confondues, toutes sensibilités confondues, pour parler d'une seule voix au gouvernement, au Premier ministre. Ça, c'est déjà une avancée fondamentale. C'est une première victoire. Maintenant, qu'avons-nous dit, qu'avons-nous obtenu et qu'est-ce qui reste à obtenir? Alors justement, avant de nous dire, est-ce que il y avait face au ministre des Guadeloupéens déterminés, des Guadeloupéens responsables et déterminés, au-delà des élus, mais cette détermination, est-ce que vous l'aviez à ce moment-là? Très clairement, Évelyse. Alors, vous savez, c'est difficile pour un petit territoire comme le nôtre en archipel de faire entendre raison à un gouvernement qui a des problématiques autres. Mais je peux vous dire que dans la Réunion, il y a une détermination à la fois dans la forme et dans le fond. En clair, nous parlait ces messieurs très clairement. Et on avait désigné des porte-paroles sur chacun des sujets. On était d'accord et on leur a fait comprendre très clairement qu'il fallait qu'ils adaptent cette loi à la Guadeloupe. Je peux vous dire qu'ils nous ont entendus en tant qu'élus guadeloupéens responsables et soucieux de faire remonter les difficultés de nos territoires. Adapter cette loi, est-ce que ça voudrait dire, on parle de la loi sur l'obligation vaccinale, adapter cette loi, est-ce que ça voudrait dire, est-ce que clairement vous avez demandé au gouvernement d'abandonner le fait qu'il veuille obliger les Guadeloupéens à se faire vacciner et d'abandonner aussi le pass sanitaire? Est-ce que clairement vous l'avez dit? Ce que nous avons dit clairement, c'est qu'il y a des demandes par catégorie. Et il faut qu'on en parle, parce qu'en fait, dans la rue aujourd'hui, il y a un certain nombre de catégories qui sont différentes les unes des autres. Tout d'abord, pour les pompiers, parce qu'il faut qu'on en parle, ils sont rentrés dans le mouvement et ça a été une symbolique terrible de voir sur des barrages s'affronter des gendarmes, des infirmiers et des pompiers, alors que ces gens-là sont censés soigner ou arrêter des délinquants. Donc, on leur a dit quoi pour les pompiers? Ce que les pompiers eux-mêmes nous ont dit au préalable, en tout cas en intersyndical, c'est les échanges que j'avais eus avec certains d'entre eux, qu'ils soient volontaires ou professionnels, ils disent quoi? Ils disent qu'ils veulent continuer à rendre leur mission de service public auprès des Guadeloupéens. Nous disons oui, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas vaccinés qu'ils sont moins bons que lorsqu'ils ont eu à faire face à la première vague, deuxième vague, troisième vague de Covid et quatrième vague. Donc, on a dit quoi? On a dit que nous, et je parle en tant qu'élus guadeloupéens parce que nous avions parlé d'une seule voix. Nous, Guadeloupéens, élus, nous sommes les chefs de ressources humaines, nous sommes les responsables des ressources humaines des pompiers, le conseil départemental, et que nous payons suspendre pont pompier. Alors, vous avez dit clairement nous payer suspendre pont pompier. Exactement. Je peux vous dire que ce n'est pas forcément ceux qui veulent l'entendre, mais nous disons qu'on ne suspendra aucun pompier parce que c'est nous qui sommes les responsables des ressources humaines, parce que ce sont des hommes et des femmes, guadeloupéens et guadeloupéennes, qui ont droit de pouvoir rendre leur mission de service public. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, on a dit que pour s'assurer que les pompiers, lorsqu'ils vont auprès de la population pour la soigner, ne soient pas porteurs de Covid, il faut qu'ils puissent faire un test PCR toutes les 72 heures pour s'assurer qu'ils soient indemnes de Covid et ainsi qu'ils puissent rendre leur mission de service public. Apparemment, bientôt, ça sera 48 heures et pas 72 heures. Est-ce que ça ne complique pas les choses? Voire 24 heures. Effectivement, c'est une question qui mérite d'être posée. Vous la posez, vous avez raison, c'est sur la table aujourd'hui. Et donc, premièrement, pour les pompiers, voilà ce que nous avons dit. Ensuite, il y a dans la rue aussi, à juste titre, des soignants, pas que des soignants. Le monde hospitalier, parce que vous avez des soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants, mais aussi du personnel technique qui, lui, pour une partie, n'est pas vacciné. C'est évalué à 1400 personnes qui, aujourd'hui, ne sont pas vaccinées et qui sont suspendues.
le responsable des ressources humaines du CHU, c'est le ministère de la Santé et des Solidarités. C'est pas le département. Donc là, ils sont un peu plus raides, sur l'idée de dire, pas de suspension, etc. Donc on doit répondre à ces personnes-là. On ne va pas imaginer, je n'imagine pas, que des mères de famille, des pères de famille puissent, là, fin novembre, pour 300 d'entre eux, toucher la moitié de leur salaire. Si on ne fait rien, Yves-Lise, fin décembre, ce seront 1100 autres qui ne vont pas toucher de rémunération. Ça n'est pas acceptable. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une formation. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas vaccinés qu'ils ne peuvent pas rendre leur mission de service public. Nous avons proposé qu'ils puissent avoir un test PCR aussi pour faire leur mission. Le ministre de la Santé fait la sourde oreille pour l'instant. Il faudra qu'il entende. Alors, justement, vous dites que le gouvernement ne vous entend pas, et ça, je l'ai entendu, de plus en plus. Le gouvernement ne nous entend pas. Il n'est pas homogène. Est-ce que ça date d'aujourd'hui que le gouvernement ne vous entend pas? Alors, ou est-ce que c'était comme ça avant? On n'est jamais suffisamment entendu. Et en tout cas, moi, j'ai eu à voter contre le pass vaccinal, le pass sanitaire, l'obligation vaccinale. En août, j'ai été le député qui a voté contre ça. Qui a voté pour? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai voté contre. Pourquoi? J'aurais dit que... Et j'ai dit ça à Véran. Parce que le gouvernement n'est pas homogène sur ça. Vous avez d'un côté le ministre de la Santé... Est-ce que les élus sont aussi un petit peu homogènes? Est-ce qu'il y en a qui ont voté pour l'obligation vaccinale? On est en tout cas homogène sur défendre aujourd'hui et sortir de cette crise. Je reviens sur août, contre l'obligation sanitaire. Pourquoi? Je leur disais à l'époque qu'il y a trop peu de soignants vaccinés, donc ça n'est inapplicable. De fait, qu'a Véran fait? L'obligation vaccinale, c'était le 15 septembre. Il a repoussé, alors qu'il y a une loi, au 15 octobre, puis au 15 novembre, puis pour les Martiniquais au 31 décembre. Ça veut donc bien dire qu'on peut adapter une loi de la République. Donc il faudra. Et je vous disais repoussant sans cesse? Il faut trouver très clairement, je vous le dis Yves-Lise, et c'est ce que nous avons décidé tous ensemble, des solutions individualisées pour chacune des 1400 personnes aujourd'hui suspendues dans le système sanitaire d'obligation vaccinale. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez suffisamment de poids au niveau du gouvernement, puisque vous dites que vous n'êtes pas entendu, pour faire avancer cette question, pour pouvoir faire avancer ce dossier? Mais on y est là. Nous en plein dedans là. On est en plein, je dirais, choc. Oui, on est en plein choc. C'est l'affrontement élu contre État? Non, ce n'est pas l'affrontement. On n'est pas dans l'affrontement parce qu'on dénonce des affrontements sur le terrain. On ne veut pas de violence. Mais par contre, les élus, les syndicats, la jeunesse, le monde économique, les citoyens sont les Guadeloupéens. Aujourd'hui, souffrent. Parce qu'il n'y a pas la France hexagonale qui a souffert. C'est nous qui avons souffert, qui bloqués, qui ne peuvent pas travailler, qui sommes pénalisés. Nos enfants ne sont pas à l'école. C'est pas Donc normal. aujourd'hui, vous faites bloc avec les syndicats? Alors, j'y arrive. Oui. J'y arrive. Oui. J'y arrive. Voilà, je vous disais ce qu'on a obtenu. Donc on a obtenu parce que c'est une demande des syndicats, pour les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner et qui sont aujourd'hui personnels de santé ou qui travaillent au CHU. Ils demandaient à l'époque, en tout cas il y a 3 semaines, j'ai eu directement des hauts responsables syndicaux, ils nous disaient, bon, Olivier Zanouvelé, c'est qu'elle nous permette à un monde qui ne veut pas prendre vaccin ARN, de prendre vaccin non ARN, messager. Ils m'ont demandé ça. Là, on parle des pompiers? Non, je parle des personnels qui sont de santé, qui ne sont pas vaccinés et qui, pour certains en tout cas, avaient des doutes sur la qualité du vaccin ARN et voulaient prendre le vaccin non ARN. Le ministre de la Santé a accepté, lors de notre dernière rencontre, de permettre à ces personnes de pouvoir prendre un vaccin non ARN. Et d'ailleurs... Lequel? Ceux qui existent, c'est-à-dire AstraZeneca ou Janssen. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre, ça n'a pas été écrit, mais j'ai cru même comprendre, ça je vous le dis parce qu'on est entre nous, oui, que... Personne ne nous entend. Non, une dose suffirait à ce qu'on puisse suspendre, arrêter les suspensions. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons obtenu... Arrêter carrément ou une dose en attendant reprendre le travail, en attendant la prise de la deuxième dose? Je vous dis, Yves-Lise, ce que moi j'ai compris des échanges non écrits avec le gouvernement.
Ils non disent, écrit, hein, c'est important. il n'y a pas d'écrit. Nous, on a fait un communiqué de presse, nous, élus. Vous l'avez lu, on vous l'a envoyé. Le gouvernement lui a fait une communication générale. Donc, très clairement, pour ceux des personnels soignants qui ne voulaient pas de vaccin ARN, ils peuvent, dès maintenant, prendre un vaccin non ARN, une dose, et voir leur suspension levée. Voilà, ça c'est une réalité. Maintenant, vous comprenez bien qu'il y a un certain nombre de choses qui restent en suspens. Et je vais vous dire aussi ce qu'on a obtenu pour les personnes qui viennent en Guadeloupe. Parce que Yoka dit nous, oui, mais attention, il faut se vacciner, 5e vague, etc. Oui, mais d'accord. Mais ils avaient levé, il y a quelques semaines, l'obligation pour les personnes vaccinées qui rentrent en Guadeloupe de faire un test PCR. On a dit qu'on veut qu'on remette le test PCR pour tout le monde qui a rentré en Guadeloupe. Et on l'a obtenu. Parce que regardez, le jour même, le Premier ministre Castex, vacciné, était positif au Covid. Imaginons qu'ils prennent l'avion et qu'ils soient dans l'avion et qu'ils transmettent le virus à la cantonade. Eh bien, on veut que tous ceux qui rentrent en Guadeloupe, c'est une demande qu'on avait signée à l'époque avec la NIRS nationale Guadeloupe, avec des présidents d'intercommunalité, pour pouvoir sécuriser notre territoire. On l'a obtenu, ça a été annoncé en Conseil de défense mercredi. Voilà ce qu'on a déjà obtenu. Maintenant, qu'est-ce qui reste obtenu? Vous me posez la question. Parce que, visiblement, il y a un certain nombre de catégories. Il y a encore des barrages et ça veut dire que, il y a encore des points qui devraient être justement mis sur la table et où il faudrait porter réponse. Exactement. Quels sont-ils? Aujourd'hui, les syndicats, il faut les respecter. Ils se sont réunis en intersyndical. Il y a 31 organisations syndicales avec une plateforme de revendication. Ce qui doit être fait dans les prochaines heures, dans les prochains jours, c'est que chacun, en fonction de sa responsabilité en Guadeloupe, puisse pouvoir répondre à cette plateforme de revendication. Je m'explique. Aujourd'hui, qui a le porte-monnaie en Guadeloupe? Vous avez plusieurs personnes qui ont le porte-monnaie, plusieurs institutions. Vous avez l'État, vous avez la région, vous avez le département, vous avez les mairies, les intercommunalités, les chefs d'entreprise. Voilà ceux qui ont le porte-monnaie. Eh bien, ces gens-là, en fonction de la demande des syndicats, doivent pouvoir, point par point, dire, bon, mais ça c'est la région, ça c'est le département, ça c'est l'État, et qui répond, point par point, nous capoter, passer Mounassa dans l'intersyndical. Parce qu'il faut respecter cette revendication guadeloupéenne et l'entendre. Ça, c'est la première des choses. Et puis, il y a les parlementaires qui, eux, peuvent faire évoluer la loi, donc on pourra aussi y travailler. Il y a... Alors, est-ce que, et nous cheminons ensemble, Olivier Servat, vous avez dit que les parlementaires peuvent faire avancer les choses à travers les lois. Alors, lorsque cette loi de l'obligation vaccinale a été votée, vous avez dit, hein, moi j'étais contre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été, vous, parlementaires guadeloupéens, entendus là-dessus? Est-ce que vous avez fait des remontées au sein de ce gouvernement? On a fait un paquet de remontées. Je suis un député sur 577. Un député sur 577. Donc moi, j'ai dit mon opinion. Oh, pas un. Je suis un député sur 577 au Parlement. Il y a les autres aussi, puisque vous parlez d'une même voix. Nous sommes 2, 3, 4, 5, 20, si vous voulez, sur 577. Donc après, il y a une volonté gouvernementale d'appliquer sa loi avec laquelle je n'étais pas d'accord. Ça, c'est fait. C'est en août, nous pas été d'accord. On avait raison de ne pas être d'accord. Aujourd'hui, il y a un blocage. Ils auraient mieux fait d'écouter. Mais c'est quand même... Alors, expliquez-nous, et avec votre franc-parler, c'est quand même bizarre de se dire, c'est un gouvernement ami, non? Ami de qui? De vous. Ami de qui? Mais écoutez, le gouvernement... Quand on a des amis, c'est pour pouvoir, justement, faire avancer les dossiers, que les amis puissent vous écouter, que les amis puissent comprendre, que les amis puissent cheminer avec vous. Les amis ont leurs propres problématiques qui ne sont pas les nôtres. Il faut bien comprendre, Yvelise, hein, que ce gouvernement traite des problématiques nationales et que nous avons des problématiques guadeloupéennes et ils ont du mal à comprendre, je vous le dis, ils ont du mal à comprendre qu'il faut faire preuve de spécificité, de différenciation. On l'a dit, on l'a redit. Pourquoi? Mais parce que nous sommes des territoires différents. On parle de la République une et indivisible. Certains pourront vous dire, oui, mais la République est une et indivisible et que la loi doit s'appliquer partout. Ah bon? Est-ce que là-bas, ils ont eu la chlordécone? Non. Est-ce qu'ils ont eu des terres polluées et des chairs d'hommes et de femmes polluées depuis des décennies pour des siècles? Non. Est-ce qu'ils ont un taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans à 60%? Non. Est-ce qu'ils ont des problématiques d'eau? Non. Est-ce qu'ils ont des problématiques d'illettrisme? Non. Est-ce qu'ils ont des problématiques de sécurité? Non. Alors,
on doit adapter la situation à la Guadeloupe et ils vont l'entendre, ils doivent l'entendre. Et d'ailleurs, il y a une loi sur la différenciation, 3DS, qu'on prépare là, à l'Assemblée nationale, et qui, dans D, il y a différenciation. Ensuite, je vous disais, on doit parler aux syndicats et leur répondre point par point avec les gens qui ont le porte-monnaie et les parlementaires. Oui, on doit s'asseoir autour d'une table, très clairement, pour respecter ceux qui sont sur le barrage. Par contre, sur le barrage Yvelise, il n'y a pas que les syndicats. J'ai pu voir qu'il y a aussi des jeunes qui souffrent, qui ne se reconnaissent dans aucune organisation syndicale, qui se reconnaissent dans une souffrance vécue en Guadeloupe. Mais depuis bon nombre d'années, ils sont sur le bord des routes dans chaque commune à attendre. Donc, ils sont identifiés. Est-ce qu'il fallait attendre, Olivier Servat, d'arriver à cet extrême, je dirais, pour se dire il faut prendre en compte ces jeunes? Est-ce qu'on ne pouvait pas anticiper, c'est-à-dire prendre tout le pan de cette société et de regarder ce qu'on peut faire? Alors aujourd'hui, oui, on essaye de traiter, et de traiter assez rapidement pour sortir de cette crise-là, mais l'important, n'est-ce pas, la garantie que les décisions, les solutions soient pérennes et qu'on ne puisse plus se retrouver dans cette situation? Tout à fait d'accord avec vous. À mon avis, cette jeunesse guadeloupéenne souffre depuis des décennies. Et notre territoire, il y a une loi égalité réelle qui a été votée en février 2017 qui n'est pas assez appliquée. Donc en clair, on ne va pas traiter la jeunesse avec rapidité. Il faut la traiter avec sérieux et surtout, vous l'avez dit, une vision de court, moyen et long terme. En clair, ça veut dire quoi? Il y a, Yvelise, un paquet de dispositifs pour la jeunesse sous-mobilisés, sous-utilisés. Je ne veux jeter la pierre à personne, mais au final, on constate qu'il y a un paquet d'argent non utilisé. Par qui? Non utilisé par qui? Par les dispositifs locaux, nationaux, qui sont à la disposition des jeunes. Les personnes qui sont garants de tout cela. Ils sont responsables tous, hein, État, département, région, maire, etc. Pourquoi? Mais sans jeter la pierre à personne. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit faire plus l'effort d'aller vers ces jeunes. Aujourd'hui, ils nous ont dit, nous sommes sur les barrages, venez nous parler, venez nous comprendre pour nous donner des solutions. Eh bien, c'est ce que nous allons devoir faire. Vous avez raison, ça aurait dû se faire dans le fil de l'eau. Mon cher, ça n'a pas fait comme ça. Nous n'y en crise à présent. Il faut nous traiter et il faut qu'on puisse répondre à cette jeunesse. Certains jeunes ont dit, oui, maintenant, et je le dis comme cela ressort, à présent, ces messieurs, ils ont parler, nous, parler, mais on n'y est pas fait. Donc, nous pas même coûter yo. Ben, ils ont raison. Ils ont perdu confiance en un certain nombre d'institutions qui étaient censées pouvoir leur apporter des réponses. En fait, il y a deux, pour simplifier, il y a une catégorie de jeunes, pas assez diplômés, au chômage et qui n'a pas pu partir de la Guadeloupe. En général, elle a moins de 25 ans et elle est au chômage à plus de 50%. Voilà une partie de cette jeunesse. Il y a des dispositifs, on doit sûrement en inventer d'autres ou mobiliser des ressources en lien avec ce qui existe au niveau de l'État, de la région, du département, des intercommunalités, des maires, pour leur dire, voilà ce qui est à votre disposition. Est-ce que vous rentrez dans un de ces dispositifs, de ces cadres, pour vous former, pour vous travailler, pour vous permettre de vous émanciper socialement et économiquement. Ensuite, il y a une deuxième jeunesse qui s'exprime aussi, qui elle est plus diplômée, qui a dû partir souvent, et lorsqu'elle veut revenir, elle constate que les postes sont occupés par d'autres. Je travaille beaucoup sur ça avec l'association à Lévigny, avec Yann Sérenton, sur le retour de nos forces vives. J'ai même eu un rapport à faire au Premier ministre sur ça il y a quelques années. Nous voulons que nos jeunes diplômés occupent prioritairement des emplois de forte valeur ajoutée, que ce soit dans le public, qu'on puisse se reconnaître que quand on voit dans une institution publique par rapport au cadre, et dans le privé aussi. C'est pour ça que je dis que le monde économique, et je demande à ce que Guadeloupe économique soit réactivé, que le monde économique parle aussi d'une voix la plus unifiée possible, puisque les élus, eux, ont fait cet effort-là. Les syndicats ont fait un effort syndical. Le monde économique doit aussi pouvoir se regrouper pour parler d'une seule voix. Et les jeunes, je vous le disais, hein, il y a des jeunes sous-diplômés qui sont au chômage et d'autres qui sont surdiplômés ou diplômés et qui veulent entrer chez eux, qui doivent avoir droit au chapitre. Voilà le travail que l'on doit faire. Et donc, dans les prochains temps, très rapidement, sans faire la sourde oreille, il faudra se mettre autour d'une table, chacun pour ses compétences, pour pouvoir donner des réponses concrètes sur cette plateforme de revendication du monde, je dirais, syndical, et de la jeunesse qui s'exprime et qui ne se reconnaît pas aujourd'hui dans le monde syndical. Concrètement, quelle est votre marge de manœuvre pour une sortie de crise?
je crois qu'au final, une fois qu'on se sera mis autour d'une table et qu'on se sera parlé entre Guadeloupéens et aussi l'État, parce que l'État a ses responsabilités qu'il doit assumer, eh bien, je crois qu'on doit, et c'est ce que nous avons demandé en tant que Guadeloupéens, qu'on puisse sortir un plan pour la Guadeloupe, concerté et co-construit avec ces différentes parties prenantes. Vous avez vu, le président de la République est allé à Marseille annoncer 2 milliards d'euros d'aide. Eh bien, nous voulons aussi un plan pour la Guadeloupe et qu'au final, ce plan puisse être, après avoir été concerté avec toutes les parties prenantes, annoncé dans l'intérêt de la Guadeloupe dans les prochains temps. Voilà l'objectif. Mais n'avez-vous pas, Olivier Servat, personnellement un atout vis-à-vis de ce gouvernement, c'est-à-dire le président de la République? Vous avez sa ligne directe, vous pouvez discuter avec lui. À part comment ça va passer, Yvelise? Non, mais il faut arrêter ces histoires de ligne directe, c'est ridicule. En fait, comment ça se passe? Vous avez un gouvernement qui a la charge et le président de la République qui doit, à un certain nombre de contraintes, pouvoir traiter les questions et trancher et arbitrer. Par exemple, c'est lui qui a arbitré pour le fait de remettre en cause les non-tests sanitaires pour les personnes qui rentraient en Guadeloupe. Donc, en clair, pour l'instant, nous avons un interlocuteur, c'est le gouvernement. On veut que nous puissions proposer un plan pour la Guadeloupe. Le président de la République, j'imagine qu'il sera en campagne. Je ne sais pas s'il sera en campagne ou pas. Donc, il faudra qu'il propose aussi des choses et qu'il valide ce plan pour la Guadeloupe. Donc, en clair, le décideur final, c'est lui. Et nous comptons bien pouvoir avoir des réponses définitives dans l'intérêt des Guadeloupéens, sans faire semblant avec notre jeunesse qui souffre, sans faire semblant avec nos enfants qui ne sont pas formés parce qu'ils n'ont pas d'eau ou parce qu'il y a des conflits sociaux, sans faire semblant avec le monde associatif et culturel qui est à genoux, sans faire semblant avec, aujourd'hui, nos élus, nos mondes syndicalistes, pour dire que, attention, nous avons une expression populaire qui décrit un malaise économique, social, sociétal, et qu'on ne va pas faire comme si ça n'a pas existé et que c'est juste une problématique sanitaire. On va regarder les hommes et les femmes guadeloupéens en face, en tant que responsables guadeloupéens, et leur proposer le plus de solutions possibles. Certaines existent déjà, certaines doivent être recalibrées, d'autres doivent être inventées avec eux parce qu'on doit les écouter. Aujourd'hui, qui a les clés de la maison? Il y a une épisière, c'est dans les potes là. Il y a la cellule État, la cellule élus locaux, la cellule syndicat, la cellule jeunes, la cellule monde économique. C'est ça qu'il y a. Donc, on doit déverrouiller chacune des cellules. Il faut toutes les clés. Sinon, on peut taper ouvert et nous pouvons péter porte là parce que sinon, c'est nous-mêmes nous Alors, allons péter. la clé de l'État? C'est l'État. L'État va prendre ses responsabilités. L'État, le gouvernement, via le préfet, et le ministre des Outre-mer, à un moment donné, il faut y venir ici, hein? Pas les bonnes. Au final, de toute façon, ils sont déjà engagés à faire ça. Donc, l'État prendra ses responsabilités et les élus exécutifs, je vous l'ai dit, ils ont le porte-monnaie aussi. Hein. Ils prendront leurs responsabilités et nous, parlementaires, nous prendrons aussi nos responsabilités. Ils n'ont pas encore pris leurs responsabilités. Mais si, tout le monde... Vous savez, Yvelise, chacun fait de son mieux dans cette situation, je vous le dis. Après, au final, pour l'instant, c'est insuffisant. Il y a des petites avancées, mais chacun fait de son mieux pour sortir de la crise. Et je ne serai jamais quelqu'un qui va indexer un tel ou un tel, parce qu'on doit être, dans les moments de difficulté, Guadeloupéens solidaires. Guadeloupéens solidaires. Alors, on a vu le monde économique, vous avez parlé de cela. Les chefs d'entreprise sont inquiets, voire plus que cela. Est-ce que là aussi, par rapport à tout ce qui s'est passé, il faudrait que les élus qui ont le porte-monnaie mettent la main à la poche pour aider ces structures qui ont rencontré des saccages et qui sont notamment en difficulté, et celles aussi qui, depuis quelques jours, ne peuvent pas fonctionner normalement? Bien sûr, il y a un certain nombre d'aides. Déjà, il y a les assurances, j'espère, qui vont entrer en cause pour ceux qui ont subi des saccages, mais enfin, il y a la nécessité de remettre tout ça en route rapidement. Souvent, ce sont des petits commerçants et des petits artisans qui souffrent le plus. Ce sont nos familles qui souffrent le plus. Donc, oui, il y a des aides de la région qui ont été déjà mobilisées, qui doivent être encore plus mobilisées sur l'aide au démarrage au développement d'activité, 80% de 10 000 euros rapidement pour remettre de la trésorerie dans le système, parce que tout ça ne sera pas sans conséquence. Bien évidemment, aujourd'hui, l'image de la Guadeloupe à feu et à sang fait que, j'ai eu le monde touristique, les réservations sont en baisse aujourd'hui. Donc, qui dit réservation en baisse, dit 25% de l'économie qui est touristique qui prendra un coup dans une période à forte affluence. Donc, tout ceci doit être pris en compte sérieusement et en face, sans faire semblant de ne pas voir que la maison brûle et qu'on regarde à côté. Alors, est-ce qu'on peut dire réellement que nos élus
Olivier Servat ont changé de cap, ils ont changé de discours, ils sont passés à la vitesse supérieure? Alors, ce que moi j'ai observé en tout cas avec les élus que j'ai fréquentés, c'est-à-dire les parlementaires, régions, départements, présidents de l'association des maires, c'est qu'on a parlé d'une seule voix face au gouvernement. Parce que vous savez, l'État français est très, très rapide pour essayer de voir les divisions entre les uns et les autres pour pouvoir s'engouffrer dans les faits. Donc on nous dit, nous payons pour y aller dans ça. Nous avons unis face à ces messieurs, ça c'est la première des choses. À mon avis, j'étais surpris. Nous parler Bayo très clairement, je peux vous le dire. Maintenant, vous étiez tous en phase, une même voix, sur la même ligne. Absolument, il y avait des porte-paroles par secteur, secteur sanitaire, secteur économique et social. Donc, on a fait notre job d'élu. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut maintenant apporter des réponses à cette plateforme de revendication, qu'elle soit syndicale, qu'elle soit de la jeunesse, qu'elle soit citoyenne. Et c'est ce qu'on doit s'atteler à faire pour s'asseoir autour d'une table. Parce qu'en face de nous, les syndicats, ce ne sont pas des pestiférés. Les jeunes, ce ne sont pas des pestiférés. Ce sont nos frères, nos amis, nos cousins. Ce sont nos Guadeloupéens avec qui on va continuer à vivre au quotidien après cette affaire-là. On se parlera pour trouver ensemble des solutions. Alors, vous avez dit, nous avons parlé d'une même voix. On voit comment Victorin Lurel, sénateur, est vilipendé sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça n'a pas été une voix discordante? En tout cas, vous lui posez la question sur sa voix à lui, mais en tout cas, dans notre réunion avec le Premier ministre, nous avons parlé d'une seule voix, y compris Victorin Lurel, sur ce que nous avions décidé de dire. Alors, ce qui se dit souvent, et on l'a entendu après votre rencontre avec le ministre, c'est qu'il y a un discours qui est tenu au niveau du gouvernement ou en présence du gouvernement et un discours tenu sur place avec la population. Alors, vous dites non à cela, nous avons la même voix, peu importe l'endroit où nous nous trouvons. Nous avons dit aucune suspension pour les pompiers, que nous voulons que pour les 1400 soignants et personnels qui travaillent au CHU, qu'il y ait une solution individualisée trouvée pour chacun. Nous avons dit que l'État doit parler aux syndicats et qu'il y a une plateforme de revendication. Tous les syndicats? Oui, mais il y a une intersyndical. Une intersyndical, ils sont 31, donc oui. C'est une intersyndical, donc ils auront des représentants. Oui, oui. Tous les syndicats. C'est des Guadeloupéens comme vous et moi, Yves-Lise. Donc oui, on va leur parler. Parce que ce qui se dit, c'est que l'État ne souhaite pas discuter avec le LKP. Ça, c'est pour le mal État. Est-ce réel cela? Je n'ai pas entendu ça. D'accord. Moi, en tout cas, le LKP, ce sont des Guadeloupéens. Domota, c'est en nous. Hein, donc, on doit discuter aussi avec lui et avec cette intersyndicale de 31 organisations représentatives. Et oui, effectivement, il est important que nous puissions ensemble trouver des solutions avec les parties prenantes, dont les syndicats, évidemment. Dans les syndicats. Et les Moun Guadeloupe, Sentinelle Guadeloupe, tout le monde autour d'une table. Il y a une intersyndicale. J'imagine qu'ils vont identifier des représentants. D'accord? Tous ceux qui se reconnaissent dans l'intersyndicale vont identifier un représentant. Vous parlez de problème de méthode, c'est une vraie question qui n'est pas stabilisée aujourd'hui. Mais si vous me demandez mon avis, je vous le donne. Il y a une intersyndicale, donc ils auront des représentants. Il y a un monde de la jeunesse qui ne se reconnaît pas dans les syndicats. Il faut qu'ils aient des représentants. On travaille, je peux vous le dire. J'ai appelé le président Sapoti pour ça et ça a été mis en œuvre avec les présidents de région et tout cela pour rencontrer la jeunesse qui sont sur les ronds-points et qui ne se reconnaissent pas. Il y a eu une rencontre, non? Absolument, il y a eu une rencontre hier. Il y a d'autres rencontres qui se font de façon très discrète, parce qu'on doit travailler à cela. Pourquoi discrète? Mais parce que dès que vous avez les feux de la lumière, il y a des comportements qui peuvent être biaisés par la lumière des caméras. Donc, il vaut mieux qu'on discute pour l'instant avec cette jeunesse sur les ronds-points pour qu'on puisse ensuite identifier des hommes et des femmes représentatifs de ce monde-là qui veut parler à côté du monde syndical. Okay? Et c'est à ça qu'on travaille, vraiment. On y travaille jour et nuit, Yves-Lise. On fait de notre mieux. C'est sûrement insuffisant, mais en tout cas, nous ne sommes pas moins guadeloupéens que qui que ce soit. Je parle des élus, je parle de moi. Je ne suis pas moins guadeloupéen que qui que ce soit. Et donc, on est vraiment à cheval pour trouver des solutions en respectant les problématiques réellement évoquées et justifiées de notre jeunesse qui souffre. Est-ce qu'on peut s'attendre de sitôt à une sortie de crise? Vous savez, cette sortie de crise, elle ne doit pas se faire. Il faut convaincre plutôt que contraindre. Donc, on sortira de la crise que si chacun et chacune est convaincu qu'il y a un chemin sérieux, identifié avec des réponses claires aux problématiques qui sont posées. J'imagine
qu'il y a des questions qui demanderont des mois à être résolues. Donc j'imagine qu'on ne restera pas bloqué pendant des mois, mais je crois que dans la méthode, on doit pouvoir s'asseoir, discuter des demandes de chacun, apporter les réponses qui existent, les réponses qui pourraient exister dans la méthode, pour voir comment nous sortons tous ensemble et sans qu'il y ait une victoire par chaos. Alors justement, est-ce facile de sortir tous ensemble par le haut? Ça, c'est compliqué. Eh bien, c'est tout l'enjeu des prochains jours, parce qu'au final, c'est notre Guadeloupe qui, pour l'instant, souffre. C'est notre Guadeloupe qui est à l'arrêt, c'est notre Guadeloupe qui ne peut pas travailler. Je ne supporte pas que mes enfants et nos enfants ne soient pas à l'école, parce qu'ils perdent des journées, et toute journée perdue par rapport à l'Hexagone, eh bien, c'est des journées que nous ne rattraperons pas par rapport à une formation, etc. Donc, je suis sûr, très honnêtement, que tout le monde veut le bien de la Guadeloupe. Tout le monde. Tout le monde. Et donc, une fois qu'on est d'accord sur cela, on va arriver ensemble à une sortie après avoir fourni des réponses sérieuses, claires et séquencées dans le temps à chacune des parties prenantes. L'État dit oui, un espace de discussion, de dialogue, puisqu'il faut s'asseoir pour trouver des solutions. Qui pourrait être médiateur au niveau de cet espace? Les médiateurs, s'ils sont déterminés, seront choisis par les différentes parties prenantes. En tout cas, ce que nous avons dit au Premier ministre, c'est que nous voulons des médiateurs qui nous ressemblent. C'est ça, nous dit Yo. Et Yo dit oui. Ouais, nous voulons des médiateurs qui ressemblent nous, qui connaissent les problématiques en nous, qui comprennent nous. C'est ça, nous dit. Et vous avez une petite idée, vous avez fait une proposition? Je crois que par secteur, il faut des différents types de médiateurs. Vous savez, il en faut plusieurs. À mon avis, la problématique des pompiers est spécifique, la problématique du monde médical est spécifique, la problématique de la jeunesse est spécifique, la problématique syndicale est spécifique. Donc, je crois qu'il faut des médiateurs identifiés, co-choisis, qu'assemblons-nous par différents secteurs d'activité, me semble-t-il. Mais ce n'est que ma proposition. Alors, pour cela, pour être vraiment peut-être pris au sérieux et que ça puisse avancer, il faudrait peut-être faire des propositions de médiateurs. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Je crois que l'enjeu prochain, là, dans les prochaines heures, c'est faire un accord de méthode. Qui gens nous travaillent pour sortir d'un conflit là ça. Ça, c'est la première des choses, qu'on se mette d'accord sur ça. Voilà. Et ensuite, eh bien, on commencera à dérouler ce dont vous parlez, les propositions de médiateurs, quel secteur d'activité, quel type de médiateur. Je crois qu'on doit arriver à ça. Nous avons des élus actuellement structurés, responsables et qui veulent sortir de la crise et surtout qui veulent vraiment prendre en main cette population, vraiment agir dans tous les secteurs pour que la Guadeloupe aille mieux. Oui. C'est cela? Oui, je suis sûr que chacun est de bonne volonté et pas que les élus. Je suis sûr que les syndicats sont de bonne volonté. Je suis sûr que la jeunesse est de bonne volonté. Je suis sûr que le monde économique est de bonne volonté aussi. Mais l'État aussi est de bonne volonté. Il faut que chacun puisse aller vers ce qu'on appelle l'objectif commun. Non, on ne peut pas avoir d'ennemis en Guadeloupe parce que demain, nous qu'à travailler ensemble, vivre ensemble, partager ensemble. Ce n'est pas possible qu'on ait des ennemis. On a des positions de vue différentes qui doivent converger dans un objectif commun dans l'intérêt général de chacun. Alors, est-ce que vous avez une discrétion sur la prochaine venue du ministre ici en Guadeloupe? Il a dit qu'il viendra prochainement. Je crois que dans cet accord de méthode que l'on va déterminer ensemble, à un moment donné, il faudra, je vous l'ai dit, il faut à un moment donné qu'il y ait un plan pour la Guadeloupe qui soit désigné. Vous savez mon sentiment profond, si vous voulez mon avis? Oui. Ne pas obligé de crier papa blanc tout de suite pour résoudre le problème en nous. On peut se regarder en face. OK? On a des compétences ici, région, département, mairie, intercommunalité, État, déconcentré. On a des syndicats qu'on le peut comprendre. Nous ne peut pas aller déjà entre nous. Ça, c'est mon avis. Après, dans l'accord de méthode... le papa a le gros porte-monnaie, est-ce qu'il ne faut pas le cajoler, le caresser pour qu'il puisse laisser... Nous pas besoin de cajoler pour moun, parce que nous sommes des Français. Nous sommes des départements français et nous avons droit à toutes les dispositions qui existent en France et on doit justement rattraper ce retard fait en Guadeloupe. Donc, nous pas besoin de cajoler pour moun. Donc le papa doit faire ce qu'il faut. Enfin, tout le monde doit faire ce qu'il faut. Toute la famille doit faire ce qu'il faut. Et dans la famille, il y a des maillons essentiels et il n'y a pas que le papa. Vous rassurez les Guadeloupéens aujourd'hui, il y a réellement un État protecteur? Il y a un État qui doit faire mieux que ce qu'il a fait depuis des décennies, depuis la départementalisation de 1946 pour la Guadeloupe, parce que quand je vois le taux de pauvreté, quand je vois le taux de chômage, quand je vois le taux d'illettrisme, nous arrêtons par rapport à la moyenne des départements français. Donc, visiblement, l'État, globalement, n'a pas fait assez. Ça, c'est clair.
Donc, il faut mettre en mode action. Il y a les prochaines élections. Vous avez plus de chances de vous faire entendre l'année prochaine. Élection présidentielle. Ouais, franchement, moi, je vous dis un truc, hein, Yvelise. Ça fait élection qu'avec nous pas problème en moi. Là, j'ai une population qui est en difficulté, qui n'est pas à l'école, qui n'a pas d'eau, qui est sur les ronds-points, qui se bat entre elles, pompiers qui a goumé, policiers qui a goumé, infirmiers. C'est insupportable. C'est ça mon souci. Et il faut que ces gens-là comprennent qu'il n'y a pas de contingence électoraliste quand il y a une souffrance sociale et économique. Merci Olivier Servat d'être venu sur ce plateau. Nous aurons l'occasion de nous revoir puisque apparemment il y a une rencontre avec le ministre demain. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça sera pour peaufiner ce que vous avez obtenu lundi dernier. Et puis pour voir comment on arrive à sortir de ce conflit avec les autres parties prenantes. Il faudra qu'il n'arrête de discuter qu'avec les élus, il faudra qu'il discute avec toutes les parties prenantes. Alors à cette rencontre, il y aura les parlementaires? Alors, les syndicats? Tout ceci n'est pas encore stabilisé, pour être franc, donc je ne vais pas m'avancer. La réunion, c'est demain? Oui, mais je n'ai pas encore toutes les informations que vous me demandez. Je n'ai pas ces informations-là encore, à l'heure où nous parlons. D'accord. De toute façon, nous en saurons un petit peu plus. Bien sûr. Puisque vous aurez l'occasion de venir sur ce plateau pour nous dire un petit peu ce qui s'est passé avec certainement d'autres parlementaires ou d'autres élus. C'est normal. Merci Olivier Servat d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre et restez à l'écoute de notre programme puisque nous aurons d'autres émissions qui vont suivre.